je vais passer la parole à Mélanie Bénard-Crozat qui va nous présenter son invité. Bienvenue. Merci beaucoup, cher Guy, mesdames et messieurs, ravi de vous accueillir, de vous retrouver pour certains d'entre vous qui étaient avec nous lors du lancement de la plénière ce matin, où nous avons évoqué un certain nombre de sujets autour de l'identité numérique, évidemment au cœur des sujets qui nous suivent pendant ces 3 jours, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Et donc on va parler de ces 2 éléments avec mon invité. J'ai le plaisir d'avoir Christophe Longuepée à mes côtés. Bonjour Mélanie. Merci Christophe d'avoir accepté cette invitation et de partager un petit peu avec nous votre expertise que vous percevez aussi du quotidien. Et on va voir comment tout cela évolue parce qu'effectivement on comprend que tout va très vite et notamment cette IA générative avec la cybersécurité. Je rappelle quand même pour nos invités que vous êtes donc Data and AI Security France et Benelux chez Accenture. Alors l'IA générative et la cybersécurité, on l'a vu, on l'entend depuis l'ouverture du InCyber Forum. Les attaquants se saisissent, bien entendu, de l'intelligence artificielle pour effectivement mener à bien leur projet d'envergure et il n'en manque pas compte tenu de l'évolution des chiffres. On en a parlé notamment sur un certain nombre d'interventions précédentes, une explosion des cyberattaques, plus 42% dans le monde. C'est assez éloquent et quand on parle de chiffres, notamment du coût de la cybercriminalité, on annonce des chiffres. Il était question en 2022 de 8 000 milliards de dollars et les experts annoncent à l'horizon 2026 de près de 20 000 milliards. Alors là, ça donne le tournis quand même, ces sujets. Mais pour faire face et pour contrer, les entreprises ont bien décidé de prendre les choses en main. C'est ce que vous faites. Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Christophe, peut-être déjà pour comprendre un petit peu comment vous percevez-vous l'arrivée de cette IA générative dans les entreprises? Quels sont les impacts? Comment ça bouscule notre écosystème? Et en fait, tout le monde a découvert l'IA générative assez fraîchement. Finalement, si on regarde la fenêtre temps de l'IT, c'est quand même des choses assez nouvelles. Et après, l'émergence et l'arrivée fulgurante des outils plutôt grand public, de ChatGPT, de tous les outils qui permettent de générer de l'image mid-journée, etc., les entreprises se sont concentrées sur, et finalement, est-ce que ces technologies, je peux les utiliser dans mes systèmes d'information en remplacement ou utiliser ça pour aller, pour être plus performant finalement dans son métier, dans son cœur d'activité, dans ses fonctions support, etc. Et donc on est passé maintenant dans une étape plutôt d'implémentation de ces technologies-là. Donc on essaye, on construit, on apprend. C'est quand même des technologies qui sont émergentes et particulièrement complexes, qui évolue effectivement très très rapidement avec justement cette arrivée de briques logicielles qu'on appelle des LLM qui se construisent et qui évoluent très très fortes. Pour les plus vieux de l'IT, finalement, on a toujours expliqué que la loi de Moore permettait de faire tous les 5 ans des grands pas en avant. Finalement, sur l'IA générative, ça va beaucoup plus vite que ça. Et donc du coup, si on prend le vernis de la cyber, eh bien, il y a quand même des nouveaux enjeux importants là-dessus. Parce qu'on sait qu'une IA générative qui est performante, c'est une IA générative qui est constituée d'un très gros volume de données. Et on sait que la donnée, c'est la clé dans tout ça. Des données qui peuvent être sujetties à des réglementations, des données personnelles, des données stratégiques. Et donc, du coup, quand on construit des systèmes d'IA avec ces données à l'intérieur, il faut bien sûr penser à la question de la cyber très tôt dans son programme pour éviter d'avoir des surprises. Et on en a vu aussi, même dans des outils grand public. Pour la petite histoire, il y a quelques mois encore, si vous demandiez à ChatGPT de vous donner ne serait-ce que la recette du napalm ou de vous donner des clés de licence 10, on avait assez facilement la réponse. Alors pas si vous posiez la question telle qu'elle, mais de manière un petit peu détournée. Et ça, c'est issu de faiblesses de conception où on n'a pas introduit, notamment dans les phases d'entraînement des modèles d'IA, les contre-mesures qui permettent à l'IA de détecter la nature malicieuse d'une requête. Donc tout ça, on est en train d'apprendre parce que ce sont des technologies qui sont vraiment émergentes. On est encore au début de l'histoire et pour autant, sur le vernis de la cyber, il faut aussi investir très tôt dans ces sujets-là. Sinon, on risque d'être face à des enjeux vis-à-vis des attaquants où on peut avoir de l'exfiltration de données, puisqu'on a dit qu'on construit ces modèles avec des volumes de données importants. On peut utiliser ces systèmes pour rebondir d'autres éléments au sein du système d'information. Donc il y a toute une conception à produire assez importante.
Si on le dit à l'envers, il ne faudrait pas se dire juste « je laisse à mes data scientists le soin de créer mes projets et moi en tant que cyber, on se revoit à la fin, on fait un test d'intrusion et on vient tamponner si c'est vert ou c'est rouge ». Si on raisonne comme ça, ça va être un petit peu compliqué et revenir en arrière pour construire ces modèles avec du vrai security by design, ça serait beaucoup trop compliqué. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire en tout cas. Donc c'est ce que vous avez évoqué à la toute fin, hein, c'est vraiment ce by design en amont qu'il faut absolument le construire et puis vous l'avez évoqué aussi, c'est vraiment une construction globale et cohérente avec tous les métiers pour qu'effectivement ce soit efficace dans sa globalité. On l'a compris, hein, les attaquants utilisent déjà l'intelligence artificielle, on le voit, hein, je cite un certain nombre de chiffres purement cybercriminalité. Quand on regarde la puissance de l'intelligence artificielle hein, qui est mise, qui est utilisée par les cyberattaquants, on voit que les chiffres sont aussi éloquents. Ils l'utilisent notamment pour écrire des codes malveillants. Hein. On avait Europol ce matin qui en parlait et qui expliquait de manière assez précise ce qu'il en était. Évidemment, de multiplier les ransomware. Là, encore une fois, hein, Europol est au cœur de cette actualité et puis ils sont assez fiers finalement de cette fameuse affaire Lockbit dont ils parlent aussi. Certains chiffres hein, nous disent que depuis l'apparition de ChatGPT, le nombre de mails de phishing aurait augmenté de 1265%. Des chiffres qu'on prend toujours avec précaution parce qu'ils peuvent être un petit peu plus, un peu moins, mais en tous les cas, ça donne quand même la dimension de l'ampleur hein, du phénomène, sans parler des phishing, des deepfakes qui alimentent et qui rendent en fait les attaques encore plus crédibles. C'est ça qui est vraiment au cœur. Comment vous l'apercevez, vous, cette menace et ces arnaques qui sont dopées à l'IA ? Alors, en réalité, si l'IA est un outil qui peut devenir productif pour une entreprise, une organisation, en réalité, ce sont aussi des outils qui peuvent être adoptés par d'autres et potentiellement à des fins malveillantes. Et on sait que les attaquants ont cette nature un peu créative et un peu plus agile que les entreprises, et donc du coup commencent déjà à exploiter ces solutions pour produire plus efficacement, avec plus d'impact, avec moins de coûts, etc. Et donc nous, chez Accenture, on perçoit deux éléments importants. Le premier, c'est le renfort du social engineering. Le social engineering, c'est pas nouveau, on sait, hein, ça fait 15 ans qu'on sensibilise au risque sur le phishing, etc. Maintenant, ce qui change avec l'IA, c'est que pour faire un exercice de phishing, enfin pour atteindre une cible de manière un petit peu plus impactante, on sait qu'il faut faire un petit peu d'investissement, comprendre qui est la personne, son langage, si on veut être plus crédible, essayer de aussi contextualiser les éléments avec des éléments de citer des noms par exemple, donc on fait de l'OSINT, etc. Tout ça, c'est un petit peu de temps à passer et au final, on se rend compte que l'IA permet à des attaquants, au travers de ce qu'on appelle les dark LLM, donc des vrais outils d'IA développés pour les attaquants, de permettre de créer des scénarios de phishing qui soient vraiment contextualisés parce que l'entreprise A a dans son actualité en ce moment une activité de M&A et d'acquisition, et donc du coup si je construit un scénario autour de ces éléments qui va peut-être donner un facteur de réalisme beaucoup plus important pour une cible, déjà ça va renforcer et ça va réveiller un petit peu la cible. Et puis ensuite, tout simplement parce qu'on peut aller faire de l'OSINT, donc par exemple l'IA va être capable de regarder que la cible B, en tant que responsable de tel département dans l'entreprise, eh bien, a dans ses relations de niveau 1 sur LinkedIn telle ou telle personne. Et donc ça, l'IA est déjà capable de consommer ces informations de manière automatique, facile, à bas coût. Et donc l'attaquant peut justement exploiter du social engineering de manière beaucoup plus simple, sans avoir à passer un temps important. Donc ça, c'est sur le premier élément, sur le social engineering, et vous avez raison aussi sur d'autres vecteurs, sur le voice cloning, donc créer la voix, modéliser une voix, c'est extrêmement facile et c'est très impactant, même quand on connaît les personnes directement, c'est-à-dire qu'on peut reproduire aussi les tics de langage, la formulation, etc. Et puis, il y a quelques semaines, il y a eu une publication notamment concernant l'exploitation via le deepfake d'une arnaque, disons, au président, qui a permis une exfiltration de 25 millions de dollars. Et donc ça, c'est quand même la concrétisation de l'utilisation de l'IA sur ces nouvelles technologies. Et sur un aspect technique, l'IA est extrêmement intéressante aussi, puisqu'on commence à voir émerger ce qu'on appelle des vers polymorphiques. Alors sans vouloir trop entrer dans le détail technique, mais aujourd'hui, quand on produit une attaque et qu'on utilise notamment des payloads, etc., on va introduire dans une souche malveillante des éléments, des comportements qui permettront à un attaquant d'exploiter ensuite des vulnérabilités, etc. Seulement, toutes les technologies de détection et de protection sont basées sur le fait de reconnaître ces comportements qui sont introduits dans ces souches malveillantes. Et donc, du coup, c'est le jeu de chat et de la souris, ça fonctionne comme ça. Sauf qu'avec le verbe polymorphique, en fait,
les souches malveillantes vont simplement appeler des bibliothèques d'IA pour se créer à la volée et permettre d'être beaucoup plus furtif vis-à-vis des solutions de protection et de détection. Et donc là, on est quand même face à une complexité technique de détection de ces comportements malveillants. Donc ça va changer un petit peu quand même le panorama et le moyen de se protéger par rapport à ces capacités-là. Donc deux enseignements à tirer. Le social engineering qui va se renforcer, même s'il existait déjà, va prendre une place beaucoup plus importante, beaucoup plus ciblée et avec des vecteurs qui seront peut-être un peu plus originaux. Et sur le volet des attaques, disons, un petit peu plus opérationnelles, des évolutions par rapport à ces souches malveillantes avec l'appui de l'IA pour se construire, pour être plus créatif, pour exfiltrer de la donnée de manière plus cachée, disons. On parle évidemment beaucoup d'identité numérique au cœur de cette session et ça continuera demain encore. Est-ce que vous percevez quelque part une utilité aussi dans ce développement, ce renforcement de l'identité numérique, alors en France, mais au niveau international et bien sûr européen, pour justement mieux lutter contre ce social engineering dont vous parliez? Alors, un des cas d'usage possible même de la grande discipline du machine learning, finalement, c'est d'être capable de détecter des anomalies dans des périodes d'apprentissage. Donc, potentiellement, l'exploitation ou l'utilisation d'identités numériques qui ne rentreraient pas dans un cadre normal d'utilisation peut être un signal faible pour des équipes, notamment de SOC, pour détecter finalement des comportements potentiellement malveillants. Donc, on peut, et ça existe déjà, finalement, au sein notamment des briques technologiques de SIEM, exploiter ces capacités de machine learning pour détecter des comportements qui pourraient être liés à l'exploitation de comptes utilisateurs, d'identités, dans des moments qui seraient relativement étonnants par rapport à une période d'apprentissage. Donc ça, c'est des modèles mathématiques qui permettent de faire ça et qui permettent de renforcer et de détecter l'exploitation de comptes et identités numériques. On a 70% aujourd'hui des dirigeants et des professionnels de la cybersécurité qui expliquent qu'ils auront ou vont avoir recours à l'intelligence artificielle générative pour adresser ces menaces et donc renforcer leur cybersécurité dans les prochains mois. Comment est-ce que l'IA générative peut permettre de renforcer notre cybersécurité? À quel niveau? Alors l'IA forcément bouleverse un petit peu tous les métiers qu'on retrouve dans une organisation et la cyber également. Ce qu'il faut imaginer, c'est que on peut exploiter l'IA à des fins de cyber pour plusieurs éléments, soit en tant qu'outil de productivité, tout simplement, parce qu'un CISO, dans son quotidien, aujourd'hui, il a des tas d'informations, et être capable de valoriser, enrichir ces informations, qu'elles soient techniques, qu'elles soient liées à des stratégies, etc., ça reste complexe, donc c'est un des moyens de performer là-dessus. On l'a dit tout à l'heure, sur le volet aussi plus opérationnel, on a des solutions qui se targuent d'être dopées à l'IA. Alors on est dans un salon où il peut y avoir parfois un peu de marketing auprès des différents vendors de solutions, mais en réalité, c'est quand même des usages très concrets et possibles. Et donc, du coup, on commence à émerger notamment sur les éléments de protection, sur la capacité à automatiser un certain nombre d'analyses de comportement, des éléments qui sont dopés à l'IA pour ça. Et puis après, il y a certaines disciplines qui notamment travaillent beaucoup avec des éléments de volume, notamment les activités autour du SOC, dont on sait qu'un certain nombre de tâches peuvent être soit automatisées, soit avec des diagnostics qui peuvent être éclairés par l'IA. Et on voit émerger des solutions autour de tout ça pour être dans une finalité d'exhaustivité de détection, dans une finalité de rationalisation des coûts, parfois, par rapport à des problématiques notamment de pénurie de compétences, de turnover, etc. Et puis une performance de détection qui est améliorée. Donc ça, c'est probablement peut-être par rapport aux deux sujets précédents des éléments qui sont encore un petit peu tôt dans la maturité, mais finalement, si l'auditoire fait un peu le tour des salons qu'on va retrouver, enfin des stands qu'on voit en bas, on voit que c'est des vrais sujets d'innovation et des investissements très forts des solutions de effectivement, j'allais vous poser cette question puisque vous parliez de marketing, on voit que l'IA, et c'est un peu le buzzword du moment, et donc essayer de comprendre quel est réellement le degré de maturité de ces solutions. Vous avez effectivement répondu en partie à cette question. Si vous voulez peut-être compléter sur ce point, en tous les cas, quelles sont les évolutions attendues? Parce que vous l'avez dit tout au long de cet échange, ça évolue très vite, ça va aller beaucoup plus vite encore, et donc là, il va effectivement
effectivement y avoir des évolutions encore importantes dans les prochains mois? Alors, c'est vrai dans la cyber de manière générale, il faut être extrêmement humble. Ce sont des technologies qui évoluent très très vite. La menace évolue également très très vite. Donc il faut savoir jongler avec ces nouvelles expertises, ces nouvelles compétences. C'est aussi un pilier extrêmement important, et c'est peut-être un conseil que je peux formuler ici aussi, c'est que finalement les équipes cyber doivent vraiment s'approprier ces technologies. La double compétence IA et cyber, elle n'est pas acquise. Ce sont vraiment des cursus assez particuliers, et c'est pas qu'une question académique, hein, c'est aussi vraiment des compétences à développer. Donc il faut être très attentif en termes de veille pour être capable de comprendre le contexte, notamment le contexte réglementaire qui bouge beaucoup sur l'IA, le contexte aussi technologique, puisque c'est des solutions qui émergent, qui évoluent, qui grandissent, qui sont notamment, les grands de ce monde sont principalement de l'autre côté de l'Atlantique, ont des modèles qui sont parfois ouverts, parfois non, etc. Donc en cyber, ça pose des tas de questions également. Et puis à des fins de sécu, il faut être aussi capable de challenger justement ces solutions cyber qui se targuent d'être dopées à l'IA. Comment ça fonctionne? Quelles sont les données qui ont été utilisées? Quels sont les modèles qui ont été utilisés? Quid de la réinjection de mes données en tant que client dans ces modèles pour enrichir ce qu'on prendrait d'un point de vue performance de l'outil. Mais d'un point de vue cyber, forcément, on va avoir des angles un peu différents. Donc tout ça, c'est des questions à poser, notamment quand on va s'intéresser à des technologies et rentrer un peu plus dans le détail, et que ça ne reste pas qu'un argument marketing, parce que c'est vrai que c'est compliqué de vendre de la sécu si on ne met pas qu'on est dopé à l'IA à l'intérieur. Eh bien Christophe, on l'a compris, hein, c'est un univers qui est foisonnant, très stimulant, on l'a compris, qui va très vite, où les menaces ne manquent pas et ne vont pas s'amoindrir, mais on l'a compris aussi, l'écosystème se muscle, se structure, avance avec des technologies qui sont là, qui vont elles aussi monter en maturité, et puis tout un cadre réglementaire qui doit accompagner aussi cette montée en maturité de l'écosystème, et puis effectivement un sujet qui nous amène aussi à beaucoup d'humilité. Merci Christophe d'avoir été notre invité. Merci Mélanie. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre nos invités et puis on va continuer cette séquence avec donc 2 sujets d'ailleurs réglementaires, avec 2 nouveaux textes qui arrivent, et donc le package anti-blanchiment et ce nouveau cadre de l'identité numérique, et ce sera en anglais. Je vous invite à rester avec nous, cher Christophe. Merci beaucoup.